Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39 pour cette petite interview hebdomadaire du lundi. Je balance le générique et ensuite je vous fais un petit point avant d'accueillir Paul Fontaine. Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion. C'est bien Schraf. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Julien. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Voilà, le petit générique du début. Bonsoir à tous, bonsoir à Schraf, bienvenue sur Sport 39. Je salue mon cher Tony qui nous a rejoint. Tout d'abord, vous remercier pour votre soutien. Je le répète à chaque fois, mais ça nous fait vraiment plaisir. Avant de recevoir Paul Fontaine, j'avais quelques infos à vous divulguer ce soir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un incendie dans la maison d'un éducateur de l'US Dole, le club de rugby de Dole. Je crois que c'était dans la nuit de samedi à dimanche, vers Crissey à côté de Dole. Un éducateur, c'est la famille Rambaud. Sa maison a pris feu et du coup il se trouve un petit peu démuni. Sa maison a complètement cramé avec tous ses effets personnels à l'intérieur. Donc on a lancé, le club de l'US Dole a lancé une cagnotte que le média a partagée en ligne. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page. Et si vous le pouvez, bien évidemment, à chaque fois comme on le dit, mais donner un petit 5 euros, ça peut les aider. Donc ça serait très bien de votre part. Deuxième chose, comme vous l'avez vu il y a quelques jours, on a lancé notre page YouTube. Beaucoup de gens nous demandaient quand est-ce qu'on pouvait revoir les vidéos. Donc la première ce soir sera visible à partir de demain, je pense, sur YouTube. Je me permets de saluer Christophe qui nous fait un excellent travail de teaser à chaque fois. Donc il est présent, donc je le salue. Donc pas mal de vidéos qui vont venir. Mercredi également, nous aurons un balleur de l'US Lons. Soufiane qui reprend en Rennes l'équipe masculine en pré-national. Donc pas mal d'actu cette semaine. J'espère avant tout que vous avez passé un bon week-end, un bon pont et que vous êtes prêts pour attaquer une belle semaine. Je vais voir si Florian est là. Je sais pas si mon ami Florian, il est pas là. On va attendre quelques minutes que Paul nous rejoigne. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Paul pendant l'interview, n'hésitez pas, c'est vraiment quelqu'un que vous allez voir qui a une histoire incroyable à raconter. Je salue Nash d'ailleurs qui vient de nous rejoindre. Et une dernière petite info, je pense que ça va le faire venir. Une info football qu'on a partagée aujourd'hui sur le média, le club de Arcade Foot. C'est une fusion de 3 communes, Morée, Morbier et Longchaumois. Qui s'est créé l'an passé, il me semble. Ils évoluaient en première division de district. Ils ont accédé à l'issue de la saison là en Régional 3. Je fais salut à Zonke. Et salut à Nash aussi. Et ils ont réussi donc à accéder en Régional 3. Et de ce fait, il y a des obligations d'entraîneurs d'avoir des diplômes. Du coup, leur entraîneur d'actualité, c'était Alain Diatta. Et malheureusement, il n'a pas les diplômes nécessaires pour pouvoir maintenir à son poste. Donc le club a fait appel à Laurent Jacot. Alors Laurent Jacot, c'est un emblématique de Morbier qui a failli faire monter le club en Régional 1. Donc c'est un super entraîneur. Je pense que malheureusement, malgré tout, ils ont fait le bon choix. C'est dommage que Alain puisse pas rester dans l'organigramme de l'équipe première, mais j'espère qu'il va rester pour continuer à faire du bon travail comme il le faisait. Donc affaire à suivre en tout cas pour ce nouveau club d'arcade. Je salue Chantal Guillaume qui rejoint aussi la vidéo. Je vais voir si Paul est connecté. Alors Nash, on l'a pas vu. Nash, il est là. Alors, est-ce que Paul nous a rejoint? Pas encore. Je salue Inès, Antoine et Jean-Yves qui nous ont rejoints et Thomas également sur le live. C'est vrai qu'on est un petit peu en avance, mais c'était l'occasion de vous donner quelques éléments. Écoutez, je sais pas si vous avez profité du déconfinement aujourd'hui avec le temps qu'il faisait, c'était moyen pour faire du sport. Donc on va attendre que Paul arrive. C'est un peu bizarre qu'il ne soit pas là. Je pense qu'il va arriver. Si vous avez des suggestions à nous faire avec Florian sur des sujets à venir,
On a parlé de handball. On va parler de handball mercredi. On va parler de golf lundi prochain. Donc c'est l'occasion. N'hésitez pas à nous donner des sujets. On a eu Champagnol la semaine dernière en débat sur le foot, mais on peut faire d'autres débats. Je salue mon ami Florian Simoning. Ah bah le voici. Voici Paul. Hop. Oui, c'est parti. Eh ben oui, il est là le polo, comme on dit. Salut Paul. Merci. Salut Quentin, Merci de joindre à nous. Euh, plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Juste avant de démarrer, je voulais juste te faire un petit point. C'est vrai que la semaine dernière, sur le média, comme je l'évoquais juste à l'instant, on avait traité d'un petit sujet polémique sur le limogeage du coach de la réserve de Champagnole en football. Ok. Et un limogeage qui a eu lieu un petit peu dans la plus grande incompréhension d'une partie des licenciés. Et voilà, c'est un petit peu les côtés, on va dire, sombres du sport, du monde associatif, où des fois il y a un petit peu de jalousie, rancœur, choses comme ça, et ça ressemble des fois à ce que la vie nous impose. Et des fois on oublie le plus important. Donc le plus important, c'est les valeurs, c'est le bonheur du sport, le bonheur d'être ensemble, la vie tout simplement. Et ce soir justement, j'avais envie de faire découvrir une personne, donc en ta personne, qui va dans ce sens-là. Donc, rebonsoir Paul. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, savoir ton âge, d'où tu viens, et un petit peu ce que tu as fait professionnellement et puis ce que tu fais. Bonsoir Quentin. D'où je viens? Je viens de Saint-Aubin dans le Jura, Ouais, à la base. Après maintenant, depuis 2 ans, j'ai vécu longtemps sur Besançon et puis depuis 2 ans, je vis dans un petit village à côté de Béziers avec ma chérie. d'accord. Et puis, j'ai 36 ans. J'étais à l'école et au collège à Saint-Aubin, ensuite à Mont-Roland à Dole, au lycée. Et puis après, je suis parti en BTS agricole. Donc j'ai eu mon BTS à Lons-le-Saunier, à Montmoreau. Et puis j'ai fait une licence d'histoire-géographie. Ouais, Licence d'histoire-géographie, 2 tentatives pour être prof au CAPES d'histoire-géo. Puis après, j'ai eu une grosse période de remise en question qui m'a amené derrière à un temps d'inactivité et on va le voir, à faire d'autres choses. Et puis ensuite, professionnellement, à bosser à Decathlon à Besançon pendant 5 ans et demi. Et là, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant, bientôt 4 même 4 ans, que j'ai créé mon auto-entreprise. Donc aujourd'hui, je donne des conférences et je fais du coaching en préparation mentale et du coaching de vie tout simplement. C'est du développement personnel donc. Avec tout ça, je vis avec la mucoviscidose. voilà. Je vis avec la mucoviscidose, ouais. C'est là où j'allais en venir. C'est vrai que, comme tu le dis, tu es atteint de mucoviscidose. Est-ce que tu peux décrire en quelques mots cette maladie que beaucoup de gens connaissent, mais ne connaissent pas forcément en profondeur les effets, les symptômes? Ouais, écoute, donc je vis avec cette maladie en fait, je l'ai depuis que je suis né. En 1983, j'ai été diagnostiqué quand j'avais 2 ans, parce que à cette période-là, ça se faisait pas tout de suite, le diagnostic. Et donc, c'est une maladie d'origine génétique. Mes 2 parents sont porteurs du gène, et moi, je vis avec la maladie. J'ai 4 frères et 3 frères biologiques. Mes 3 frères biologiques sont pas du tout malades. Et puis j'ai 2 sœurs qui ont été adoptées également. Enfin bref. Donc je suis la seule personne dans la famille à vivre avec cette maladie. Donc c'est une maladie génétique qui touche les poumons et puis le système digestif. En fait, il y a une erreur sur le chromosome 7. On a tous du mucus à l'intérieur de nos poumons. Et puis le mucus qui est à l'intérieur de mes poumons, comme tous les fluides qui sont présents dans mon corps, c'est pareil pour toi. Toi aussi, tu as du mucus dans les poumons. Le mien, il est un petit peu plus épais. Et du coup, ça fait que ce mucus, il s'accumule. Il y a des poussières qui se mettent dedans. Il y a de l'infection qui va se mettre dedans aussi. Et puis, au lieu d'être évacué normalement vers la sortie, tout ça, l'infection se met dedans. Donc, ça crée de l'inflammation et petit à petit, une diminution progressive de la capacité respiratoire. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau pulmonaire. Et puis la maladie, il y a une atteinte aussi au niveau digestif qui fait que les sécrétions au niveau du pancréas sont un petit peu plus épaisses aussi, dans l'estomac, dans l'intestin. Et du coup, je digère pas bien les graisses et tout un tas de choses. Les vitamines, les oméga 3 qui sont super importants, tout ça
pour les défenses immunitaires et puis le côté anti-inflammatoire. Donc tout ça, je ne digère pas super bien. Et puis cette maladie, j'ai un traitement qui est très lourd au quotidien, Ouais. avec tout un tas de comprimés, des aérosols, parfois des perfusions d'antibiotiques en intraveineuse pendant 15 jours. En ce moment, j'en fais 2, 3 par an. Plus des traitements antibiotiques par-dessus. Mais bon, il n'y a pas véritablement jusqu'à maintenant de médicaments pour traiter la maladie. Donc, on est avec des traitements. Et puis, la seule solution, la seule alternative à ce jour, c'est la greffe des poumons. Même si la greffe, après, voilà, tu as été greffé, tu as des anti-rejets, il faut encore faire énormément attention. Tu es énormément encore sensible au coronavirus, par exemple, parce que tu as été immunodéprimé. Enfin, T'es bref. inscrit sur la liste du coup des receveurs. T'as Non, déjà eu des espoirs, non, ou pas? non, parce que pour entrer sur les, en fait, la greffe, c'est une opération qui est dangereuse, qui est très compliquée. Il faut avoir un greffon aussi, et ils préfèrent, et pour la santé aussi, enfin pour ma santé aussi, c'est nécessaire d'attendre le dernier moment pour être D'accord. sur liste de greffe et pour être greffé. Donc je suis pas sur liste de greffe, je suis pas greffé non plus. Et voilà. Donc on attend le dernier moment quand on est à 15-20% de capacité respiratoire. Aujourd'hui, en termes de VMS, de capacité respiratoire, entre guillemets, je suis à 50, enfin, j'étais à 41% la semaine dernière. Ah. Ouais, Ouais, ça a baissé depuis ça a un an baissé, et hein. demi, hein, c'est ça, Ouais, hein? ouais, ça a bien baissé. Et, du coup, j'essaye quand même de remonter la pente, mais Ouais. voilà, je fais mon maximum. Après, voilà, cette maladie, elle me permet de faire énormément de sport encore aujourd'hui, de faire beaucoup de sport, d'avoir réalisé des challenges, des rêves sportifs. J'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Il y a plein de gamins qui vivent avec cette maladie qui n'ont pas cette chance-là. Et c'est pas parce que moi j'y arrive que eux peuvent le faire aussi. Donc ça, c'est important. Ouais. Pour dire pour dire déjà dans un premier temps que l'association Vac la mucosidose, l'association Grégory Marchal, ils ont besoin de sous, bien sûr. Et voilà, ça c'est important. Et puis cette maladie, elle touche 7000 personnes en France. Et il y a un âge moyen de décès de 27 ans, une espérance de vie de 47 ans. Ouais. Ouais, Voilà. Et justement, sur ce sport que tu évoquais, j'ai vu un professeur sur au centre mucoviscidose à Paris qui évoquait que l'avantage du sport, c'est qu'effectivement, pour vous, ça vous permettait de recracher les sécrétions. Mais pourtant, toi, tu as commencé assez tard le sport. Alors, ce professeur, j'ai vu, je sais qu'on va le dire, tu m'as envoyé des questions Ouais, bien sûr, ouais. hier, histoire que je regarde un peu ce que tu vas me poser comme question. Après, je réponds en live, tu vois, je travaille pas, j'écris pas toutes les réponses sur un Non, papier, tu vois. Mais le professeur, il s'appelle Isabelle Sermet. Ouais. Je la connais, cette dame, puisque elle m'a suivi pendant 10 ans. D'accord. Je l'ai vue, rencontrée pendant 10 ans à Paris. Et bien sûr, il faut faire du sport. Bien sûr, c'est important dans le cas de ma santé de faire du sport parce que le sport, ça me permet de faire tourner la machine cardio-respiratoire et de faire sortir ce que j'ai dans les poumons, de cracher tout simplement. Parce qu'en fait, je crache des trucs tout verts, tout jaunes en permanence, toute l'année, tous les jours. Hein. Et c'est comme si voilà, je suis encombré en permanence, quoi. Donc même parfois quand je fais ma kiné, donc je fais de la kiné tous les jours, kiné respiratoire pour évacuer tout ça, je suis capable de sortir 200 millilitres de mes poumons. Alors le sport, c'est énorme. Le sport c'est super important là-dedans parce que voilà, ça fait sortir tout ça. Et puis ça a été super important aussi dans ma vie parce que ça m'a permis d'extérioriser une colère qui était en moi, qui était présente. Et le sport, quand j'étais gamin, je courais avec mes frangins. Ouais. On va se dire une fois tous les 15 jours. Et puis quand j'étais gamin, j'étais à 100% de capacité respi, j'étais en pleine forme en fait. Donc j'allais plutôt bien. Et puis après, c'est petit à petit que ça s'est détérioré. Donc après, au lycée, pareil, je faisais du sport une fois tous les 15 jours, et puis après une fois par semaine, et puis c'est à partir de 26 ans là où j'ai eu une grosse prise de conscience et où je me suis dit non, courir 20 minutes une fois par semaine, ça suffit pas, il faut aller plus loin, il faut faire du vélo, il faut faire 3, 4, 5 séances par semaine. Voilà, je me suis pris en main par rapport à ça, mais j'ai pas. Voilà, il y a eu un gros déclic, une grosse prise de conscience à la fin de mes études d'histoire. Mais avant ça, je faisais déjà un petit peu de sport quand même, quoi.
D'accord. Ouais, c'est pas Voilà. venu. Parce que des fois, il y en a que ça arrive complètement. C'est un déclic, on va dire, que tu évoques, mais même si le déclic est arrivé, il y avait quand même déjà une pratique sportive un petit peu antérieure, quoi. Ouais, tout à fait. Je fais un bisou à Nash, je fais un bisou à Seb de Florian cours. et puis Sébastien aussi. Ouais. Ouais, bien sûr, on les salue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le but du live. C'est vrai que dans le sport, on le dit souvent, mais enfin, tu parles de déclic dans la vie, choses comme ça, mais dans le sport aussi, on peut l'assimiler au sport, un déclic avec la réussite d'un geste, des choses comme ça. C'est quand même, il y a quand même pas mal de similitudes, quoi, entre ta vie et le sport, tout ce que tu véhicules comme chose, hein, comme valeur. Écoute, oui, oui, parce que dans ma vie, tu vas le voir si tu vas sur mon site internet, j'affiche mes Ouais, valeurs qui sont l'amour, l'espoir, la vérité, la liberté. Et mes valeurs, elles sont au service de ma santé, comme elles sont au service de ma vie privée, de ma vie professionnelle. C'est ce que je mets dans mon sport. Mes valeurs, c'est ma façon à moi aussi de donner du sens à ce que je fais au quotidien. Et le sport est lié tout est lié en fait dans ma vie. Le sport, la kiné, les étirements, le yoga, la méditation, les conférences que je peux faire, les coachings que je peux faire, les défis sportifs aussi. Tout ça, c'est lié et ça fait sens. Et tout nourrit, le sport nourrit le défi sportif parce que si tu t'entraînes pas, tu peux pas courir un marathon, qui derrière va nourrir une histoire que je vais te raconter à toi en interview, en conférence et tout. Et du coup, tout fait sens, tout est lié, quoi. d'accord. Je sais pas si ma réponse est bonne par Si, rapport si, à ta si, si, question. si, si, il y a un tout qui fait sens. Alors, tu l'évoques d'ailleurs dans une de tes conférences. À un moment donné, au lycée, pardon, excusez-moi, au lycée ou à la fac, tu disais que tu étais un petit peu le roi des râteaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas te décrire comme le roi de l'espoir? Parce que on fait quand même de l'échec à la réussite, comme on le disait là actuellement, il y a quand même des fortes convergences avec le milieu sportif, quoi. Ouais. Oui, oui, c'était quand j'étais en BTS, mes potes m'appelaient le roi du râteau. Puis j'étais un grand dragueur. Quand j'étais à la fac, j'étais très superficiel en fait. J'étais Mhm. quelqu'un de très superficiel et parce que je parlais jamais vraiment de moi. Parce que cette maladie, j'en parlais pas, j'en avais honte, j'avais peur d'être rejeté. J'avais beaucoup de colère aussi en moi et j'en voulais aux filles, j'en voulais à Dieu, au monde du travail, à mes parents, à la terre tout entière. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette prise de conscience et puis cette colère qui m'a pété à la gueule. Mais la maladie, ouais, j'en avais honte et j'en parlais pas. Donc je parlais de choses stupides. Et du coup, les nanas, bah, je me les serrais jamais ou alors enfin, je me les serrais. C'est-à-dire même les filles, je tombais amoureux tout seul en fait, moi, tu vois. Mhm. Et je souffrais dans mon coin, je me faisais des films, mais c'était Hollywood, tu vois. Enfin bref. Et oui, bah aujourd'hui, Monsieur Rêve, ça fait beaucoup, mais même si j'aime beaucoup ce petit bonhomme là, en forme de nuage là, tu sais les Monsieur, Madame Monsieur là, Ouais. je sais plus comment il s'appelle l'auteur. Je voulais me faire un t-shirt comme ça, tiens. Mais Monsieur Rêve, ça fait beaucoup. Mais un rêve, c'est quoi? Pour moi, l'espoir aujourd'hui, c'est quoi? Et oui, c'est vrai, j'ai déjà eu une cliente comme ça qui, pour elle, j'interprétais l'espoir, j'incarnais l'espoir. Et ce qu'elle attendait de mon coaching et de mon accompagnement, c'était que je lui redonne espoir. Et je trouvais ça extraordinaire. J'étais un peu comme un gourou pour elle, tu vois. Je me suis senti une sorte de pouvoir et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive là? Je pourrais faire n'importe quoi. Heureusement que je suis gentil et que je suis un bon gars, quoi. Ouais. Mais ouais, l'espoir, j'essaye de l'incarner parce que pour moi, il est vital. Et l'espoir, chez moi, il se manifeste dans cette petite phrase que j'aime bien donner et que je cultive au quotidien au travers du sens que je mets dans ce que je fais et dans les actions que je pose derrière. Et cette petite phrase, c'est que demain, ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui parce que je ferai en sorte que ça le soit. Parce que je poserai les actions pour que cela en soit ainsi, pour que demain, ce soit forcément positif et meilleur qu'aujourd'hui, pour que demain, je sois en meilleure forme et compagnie. Donc, pour moi, l'espoir, ça tient en cette phrase-là. Et, et derrière, bah, quand tu enchaînes les échecs, c'est dur. C'est comme Thomas Edison, tu sais, tout le monde connaît l'histoire. Hein. Bah, Thomas Edison, il n'a pas trouvé une façon de créer la lampe à incandescence. Il dit j'ai trouvé 10 000 façons de ne pas trouver la lampe à incandescence parce qu'il a essayé 10 000 fois, quoi. Et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, je vis toujours avec cette maladie,
Et j'ai pas gagné. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas la victoire qui compte. C'est de continuer, d'enchaîner les échecs tout simplement, et puis de continuer à agir, de continuer à être dans l'action tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est ce qui fait que je suis en vie aujourd'hui, que j'ai 36 ans, que j'ai couru tous ces marathons et j'ai fait ces défis sportifs. Ouais, que j'ai encore le smile, quoi. C'est l'action, c'est les actions que je pose, et puis c'est le fait de continuer encore en mes rêves. Si tu poses pas des actions, tu peux pas continuer à croire en tes rêves. Le problème, c'est que les gens, ils ont des rêves, puis derrière, ils agissent pas, et que bah, du coup, le rêve, à un moment donné, il s'étiole. Il reste plus rien au bout d'un moment, parce que si tu n'agis pas, si tu ne vas pas vers ton rêve, tu peux pas continuer à y croire. Et ça, c'est super important. Pour moi, l'espoir aujourd'hui, c'est le fait que, bah, voilà, je me dis que je peux m'en sortir, je peux faire remonter cette capacité respi, je peux rallonger mon espérance de vie au maximum, et tout ça, c'est possible. Alors après, j'ai même déjà réussi à faire remonter ma capacité respiratoire. Oui. Et si je devais en parler à, je sais pas combien de milliards d'êtres humains ou à mon médecin, ou tout un tas de médecins sur Terre et de spécialistes, et on me dire, mais non, c'est impossible, ta capacité respiratoire est comme ça, elle peut pas remonter, et tes poumons, ils sont détruits, et puis, patati et patata. Mais moi, je m'en fous. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que les gens, ils pensent. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai envie de croire en mon rêve, et croire que c'est possible. Et peu importe ce que disent les autres, les gens, je m'en fous. Ça me fait pas avancer. Moi, ce qui me fait avancer, c'est de croire que c'est possible. Après, c'est peut-être une connerie, peut-être que je suis en plein déni ou que je sais pas quoi. Mais moi, j'y crois et je suis là. Donc, c'est la seule chose qui compte. Voilà, c'est ça l'espoir. Ouais. C'est ça l'espoir. Tout à l'heure, tu évoquais un sentiment de honte par rapport à ta maladie. Est-ce que aujourd'hui, le regard des gens, alors que ce soit sur la mucoviscidose ou même sur la maladie en règle générale, c'est une question que je t'ai pas écrite, a changé le regard des gens sur la maladie? Par rapport à quoi? Bah, on a toujours cette crainte d'aller vers le malade, ou cette crainte, on a peur. Tu sais, la honte était en moi déjà. Et puis la colère, elle était en moi. Nos blessures, j'aime beaucoup citer Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. C'est un super bouquin pour travailler sur soi. Et nos blessures, ça va avoir la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice. Ça, c'est l'humiliation. Tout ça, c'est nos blessures principales. Et on vit tous en partie ces 5 blessures. Et elles sont en nous. Et on les a pas forcément vécues. Est-ce que vraiment, véritablement, j'ai vécu la honte? Pas beaucoup. On s'est jamais foutu de ma gueule, on m'a jamais craché dessus, quoi que ce soit. C'est juste un ressenti de honte. C'est un ressenti d'injustice, tu vois. Et ça se trouve, on m'a fait ça, et moi, je me suis dit, ça y est, putain, on me rejette. Tu vois, une fille 10 filles qui me foutent un vent, un râteau, une veste, bah, ça y est, j'en fais une généralité. Je me dis, c'est bon, elles veulent pas de moi parce que je suis malade. Et non. Et donc, c'était plus un ressenti, et le regard a changé au travers de Grégory Le Marchal, on va dire, parce qu'il a fait parler un petit peu de cette maladie. Et puis bah, c'est surtout mon regard à moi et mon attitude à moi qui a changé. Parce que si derrière j'ai pas confiance en moi et je me cache pour tousser ou je sais pas quoi, parce que je vais montrer une image de moi qui est là, alors qu'en réalité, ben, quand je suis sous perfusion chez moi, je suis là. Et que si j'essaye de me cacher, ça va se voir. Si tu essayes de passer pour quelqu'un d'autre, ça finit par se voir. Et on s'en rend compte, et les gens peuvent se servir de ça pour rentrer dans la faille, quoi. Et à ce moment-là, se servir de cette douleur, faire du mal, et du coup, toi, tu t'es plus vulnérable. Et c'est un peu ce que je vivais aussi, quoi. D'accord. Voilà. Ah ouais, donc voilà, c'est cool. Nash, n'hésitez pas à poser des questions. Nash qui nous demandait d'évoquer un petit peu tes exploits. Tes exploits sportifs, on allait en venir. Tu évoquais tout à l'heure le marathon de Paris. Ton premier marathon de Paris que tu as bouclé, c'était celui de 2013. Ouais. Il me semble que c'était 4 heures, c'est ça, hein, le temps que tu as fait? Non, j'ai mis 4h41 cette année-là. 4h41. Après un non-départ en 2012, quelles ont été un petit peu tes émotions? Parce que quand dans un marathon, c'est long entre le départ et l'arrivée. Il y a eu beaucoup d'émotions en toi. Comment est-ce que tu te souviens un petit peu de ce moment-là? Et énormément d'émotions parce que si tu veux, quelques années avant, j'étais parti courir et je m'étais dit je courrais plus jamais. Ce jour-là, j'avais couru 15 minutes, j'avais vomi du sang, enfin j'avais vomi tout simplement, j'avais craché du sang aussi.
Je m'étais dit, c'est fini, je courrai plus jamais, je vais me mettre au vélo et puis terminer, quoi. Et puis finalement, ben, entre-temps, tu vois, j'ai lu des livres de dev perso, je me suis intéressé aux défis sportifs, j'ai beaucoup aimé ben, m'entourer, me trouver des modèles, tu vois, tels que Mike Horn, Philippe Croizon, Gérard Daboville, Maud Et Fontenoy. là, tout à l'heure, d'ailleurs, Philippe Croizon, je sais pas s'il est encore là, mais on le salue, parce que je l'aperçois. Sur le live. Ouais, il était là tout à l'heure, je sais pas s'il est resté, mais, C'est vrai? oui, il s'est connecté tout à l'heure. Je sais pas s'il est resté, en tout cas, mais, il était Ah ouais? connecté. Ouais. Excellent, mais tu le connais ou quoi? Je sais pas, mais il était là tout à l'heure. Ok. Je Écoute, t'ai coupé, je suis désolé. ouais, non, mais c'est moi, c'est moi. Euh, donc oui, voilà, c'était un rêve. Il y avait beaucoup de sens derrière tout ça dans ma tête, quoi. Et puis, donc ça faisait plusieurs années que je travaillais là-dessus, que je préparais ça. Ça faisait, qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, voilà, bah, quand je me suis inscrit en septembre, quand j'ai commencé à courir en septembre, parce que je courais pas avant. Hum. euh, J'avais 6 mois jusqu'à la date du marathon pour arriver à courir 42 km. En septembre 2012, je courais 30 minutes. Et donc, il y avait une pression qui était énorme. Moi, je voulais courir. J'en avais parlé à mon kiné, Thibaut Barognan, sur Besançon, qui est champion de trail, Je connais bien. Hein. qui a fini quatrième du World Trail Series, juste derrière Kylian Jornet. Et donc, c'était mon kiné. On a soigné une tendinite. On a commencé à courir. Et puis, bah, j'ai commencé une préparation physique au 1er janvier 2013. Donc, à raison de 6-7 séances par semaine de course à pied, de vélo. Et voilà. Donc, en fait, pendant 3 mois, entre janvier et avril, j'ai tout sacrifié. J'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée. Je mangeais, je dormais, je courais. J'étais une machine. J'étais programmé pour courir. Ouais. J'avais 42 en tête, en permanence. Je visualisais le portique sur l'avenue Foch. Et j'en pleurais. Bref, tout ça, ça me foutait les poils, ça me foutait la chair de poule et tout. Donc, il y avait énormément de sens derrière tout ça parce que c'était un baroud d'honneur. J'avais la conviction profonde dans mes tripes, ça allait changer ma vie. Je voulais avoir un petit peu de notoriété comme Grégory Marchal, devenir un ambassadeur de la maladie. Ce marathon, c'était montrer aussi à d'autres que c'était possible, d'autres personnes, des gamins qui vivent avec la même maladie que moi. Et donc c'était leur montrer que c'était possible, c'était me prouver aussi beaucoup de choses à moi-même. Et c'était le sens, c'était prouver aussi à mon médecin que c'était possible, mon médecin qui m'avait dit que c'était impossible. Ouais. Donc ce marathon, le sens principal que j'avais donné et que je lui avais donné, c'était de me prouver et de prouver les choses et de montrer que c'était possible. Et même j'en savais rien. Et c'est ça un rêve, c'est que quand tu te lances dans le truc, tu sais pas si tu vas y arriver, t'en sais rien. T'as juste envie de le faire. J'avais envie de le faire, j'avais la boule au ventre là et putain, faut que je le fasse quoi. Ce serait tellement génial que je le fasse. Et ça répondait à une question que j'ai découvert plus tard qui disait qu'est-ce que ferait la version la plus grandiose de toi-même? Ouais. Ouais, j'aime beaucoup encore cette question. J'ai découvert cette question plus tard, mais ça répond exactement à cette question quoi. Et tu as atteint, tu as atteint la chose la plus grandiose que tu la pouvais version faire. la plus grandiose de Ouais, moi-même. ouais. Bah, c'était à ce moment-là, c'est de courir le marathon. Après, la version la plus grandiose de moi-même, elle continue à avancer en même temps que moi j'avance. Tu vois, c'est comme j'avais une conférence à un moment donné qui s'intitulait Toucher l'horizon. Oui. Et si tu essayes de toucher l'horizon, bah, tu avances au fur et à mesure et tu continues d'avancer. Et c'est ça un rêve. C'est que ce marathon, j'avais peur de le réaliser. J'avais peur de pas y arriver déjà. Parce que c'est pareil, j'avais récolté 8 000 € pour l'association. J'avais contacté les médias. J'avais eu des articles aussi. Donc, ma crédibilité, elle était en jeu et j'avais peur de pas y arriver. Mais j'avais peur d'y arriver aussi parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire après? Je vais déprimer, je vais bader. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus grandiose, justement? Je vais arrêter de rêver, donc j'aurai plus de moteur. Et puis finalement, bah non, un rêve réalisé, ça en appelle un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et le marathon, c'était aussi pour moi donner du sens à ce que je fais au quotidien avec tout ce sport. Il fallait que ça serve à quelque chose, il fallait que j'avais besoin que tous ces sacrifices ils soient utiles à quelque chose. Et donc voilà, du coup en termes d'émotion le jour J, j'étais au taquet quoi. Ouais. J'étais au taquet, je Ah, pouvais y aller avec les dents sur la ligne d'arrivée. J'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée. J'insiste sur ce mot, j'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée.
Et véritablement quoi. Et bah, du coup, dans le sas de départ, la tension est inouïe. J'étais terrorisé, mais en même temps, j'étais comme un lion en cage. J'étais pressé dans des Ouais. coudes, quoi. Et puis j'étais là pour courir, donc j'étais au taquet. Et puis bon, ben pendant les 20 premiers kilomètres, tu fais pas le malin. Puis après, ben, tu continues à faire pas le malin, mais t'es déjà plus Ouais, dans c'est ton dur. corps. Le mur du 30, les 30, moi Voilà. j'ai vécu aussi. Tu Pas l'as simple. couru le marathon? J'ai fait Arbois-d'Oles, ouais. Ok. Marathon de Paris. Oula. Ouais, c'était il y a pas longtemps, ça. Il y a 2 ans, ouais, j'ai couru il y a Il y deux a ans, ouais. 2 ans. Ok. Bah, t'as du mérite parce que, tu vois, voilà, Arbois-d'Oles, c'est le genre de truc que je fais pas, tu vois. Parce que, C'est trop dur. Enfin, j'ai fait 4,17, hein, mais les 8 derniers, enfin, j'ai marché 5 bornes entre le 32 et le 38 parce que c'était ouais. les gens ne comprenaient plus. Mais toi, par rapport à moi, parce que bon, on s'en fout un peu, mais toi, Si, si, je t'as fait t'écoute, c'est plus, intéressant. t'as fait plus d'un seul marathon, enfin, plus d'un marathon. T'as continué à faire le marathon de Paris malgré tout. Tu as fait Ouais. 4 heures. C'était en quelle année que t'as fait 4 heures du coup? En 2015, j'ai fait 5 fois le marathon de Paris, ouais. Voilà, 5 fois. Et donc le record, soi-disant le record du monde pour une personne atteinte de la mucoviscidose en 4 heures. Et l'an passé, tu me disais, enfin, j'ai écouté même une de tes conférences où tu dis bon bah, Hum. je voulais faire 3,30, tu fais 4,18, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Combien j'ai fait l'année dernière? Non, 4,38. Non, c'est pas 4,38, pardon. grave. Ouais, C'est c'est pas pas grave. grave. Tu le sais, en tant que marathonien, toi aussi, tu le sais. C'est que bah, tout ce qui compte déjà dans un premier temps, c'est d'arriver. Et peu importe le temps sur lequel tu t'es entraîné, sur lequel tu as fait ta prépa physique, quand tu es dans le sens de départ, tu fais pas le malin. Bien sûr, tu pars en 4 heures. Tu pars pour régler tes allures et ta vitesse comme si tu courais en 4 heures. Mais est-ce que tu vas courir en 4 heures? T'en sais rien. Ouais. Et t'as du mérite parce que ouais, je te disais, moi, Arbois-d'Oles, je le fais pas parce que ce qui m'a apporté et ce qui m'aide et ce que j'aime aussi dans le marathon, et c'est pour ça que j'ai fait 5 fois Paris aussi, c'est parce que bah, le public autour, c'est Non, extraordinaire, c'est génial. C'est quand t'es dans génial. les lignes droites, quand Et t'es si dans tu les fais lignes droites à Arbois-d'Oles, Dole, ouais, et si dans tu les lignes fais droites dans la Arbois-d'Oles forêt, il y a personne. et que tu es sur la NAS, la grande ligne droite de je sais pas d'où, et que t'as pas un chat, C'est là, ça. tu dois trouver le temps long, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais tu évoques d'ailleurs la performance. C'est vrai que dans le sport, on évoque souvent, je vais faire une performance, putain, faut que je réussisse ma performance aujourd'hui. Des fois, on en oublie même l'essentiel, c'est le plaisir de faire du sport. C'est ça aussi, même dans la vie professionnelle, entre les entreprises, faut être performance, faut faire des chiffres, le bilan, non. Et elle t'oublie même le plaisir, l'essence même, quoi. C'est grave des fois. Ouais, mais bien sûr, c'est la base le plaisir, trouver du plaisir dans sa pratique sportive, se connecter à son corps. C'est pour ça que moi aujourd'hui je cours un peu sans. J'ai lâché un peu la montre et tout. J'ai jamais écouté de musique non plus quand je cours parce que j'ai besoin de me sentir connecté à la nature et à mon corps et à ma respiration. Et courir aux sensations, c'est super important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans son corps. Et Tu mets des oreillettes, du coup, ou pas, ou tu fais ah non, partie rien de... du tout. Non. Ah ouais. Non, rien du tout. Moi, je cours, j'écoute les oiseaux quand je cours et j'écoute ma respiration, j'écoute si ça siffle ou pas. Voilà, j'écoute les voitures aussi qui passent derrière, histoire de pas me faire sous-shooter. Enfin bref, ouais, le plaisir, prendre du plaisir dans sa pratique sportive et dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la base. Je suis en train de lire un livre d'un sage bouddhiste qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui dit que il y a une phrase, c'est une des premières phrases du bouquin. Tu peux atteindre l'éveil dans la vie. Euh, il est persuadé qu'on peut tous atteindre l'éveil dans la vie à condition de faire ce qui nous fait plaisir et ce dont on a envie de faire. Et en fait, c'est pareil à tous les niveaux, au niveau professionnel et à tous les niveaux. On peut s'éclater, on peut être le bonheur, il s'atteint en se faisant uniquement ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait plaisir. Moi, au niveau professionnel, il y a un truc qui me fait chier, je le fais pas. La vente, le marketing, le copywriting, le réseautage et les tunnels de vente, ça m'emmerde. Alors, Ouais. j'en fais pas. Peut-être que je gagne moins d'argent, mais au moins je m'éclate et au moins je me fais plaisir. Et puis, je sais qu'un jour ça marchera et je suis convaincu que dans la vie, que ce soit au niveau sportif ou à n'importe quel niveau, au niveau professionnel ou quoi que ce soit, je peux réussir en restant aligné, en restant intègre et en respectant mes valeurs et en restant comme ça, quoi, sur le plus aligné possible sur mes valeurs. Ça veut dire, et quand je dis le plus aligné, c'est-à-dire incarner ces valeurs, amour, vérité, espoir, liberté. C'est essayer de les incarner au quotidien et c'est une attention de chaque instant. Déjà,
pour la santé, pour le sport, pour sa méthode, son mode de consommation aussi. Si tes valeurs, c'est l'amour, tu vas pas acheter des t-shirts qui sont fabriqués au Bangladesh par des gamins, quoi. C'est ça. Et tu bosses pour une entreprise qui respecte la nature jusqu'au bout des doigts, c'est-à-dire qui va pas, qui fabrique pas un pet de plastique ou je sais pas quoi, tu vois. C'est ça, être respecter ses valeurs. Tu viendras faire une conférence dans mon entreprise qui fait de la production d'énergie renouvelable à l'occasion à Lyon si t'es l'an Avec prochain. plaisir. Je vais essayer de te chauffer là-dessus si je peux te faire intervenir avec grand plaisir. Avec plaisir. Hein. Bah ouais, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à les poser. On a parlé du marathon de Paris, mais il y a d'autres exploits sportifs que tu as réalisés. Il y a une image moi qui m'a marqué, c'est ces fameuses marches de la Tour Eiffel en 2016. La vidéo, ton regard au départ, on a l'impression que tu vas manger les marches, tu vas les bouffer. Et ce cri quand tu pars, c'est quand même, moi je l'ai trouvé vachement émouvant. Il y a vraiment ça ressort beaucoup de choses. Et la manière dont c'est filmé, t'as l'impression que c'est une course contre la montre. Tu dois vite arriver avant de te faire manger par la caméra. Et c'est un petit peu aussi par rapport à ta maladie, quoi. Tu t'as pas envie de la faire manger, donc tu dépasses, quoi. C'était flagrant, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, c'était pardon, la verticale de la Tour Eiffel. Ouais. Le but du jeu, pardon, donc il y a 100 dossards, c'est un contre-la-montre, et c'est de monter jusqu'aux les 1665 marches jusqu'au sommet le plus vite possible, quoi. Moi, ce jour-là, malgré toute la détermination que je peux avoir dans le regard et dans le cri, j'ai fini dernier, j'ai dû faire 17 minutes ou je sais pas quoi. C'est ça. Je l'ai fait 2 fois la verticale. Et ouais, tu vois, je me rappelle, tu vois, j'ai été hospitalisé 2 fois dans ma vie. Il y a une fois où j'arrivais pas à monter le faux plat montant qui monte à l'hôpital Mingeot à Besançon, quoi. J'arrivais pas, j'avais du mal à aller jusqu'à l'entrée, quoi. Et me grimper à Tour Eiffel, bah, quand t'es en bas, là, tu fais pas le malin, quoi. Ouais. Et la vie dans ma vie, oui, c'est un petit peu pareil, c'est que la maladie, elle prend pas de vacances. Et que c'est tous les jours, soit tu as fait du sport, soit tu as fait ta kiné. Dans tous les cas, tu manges sainement et puis des fruits et légumes. Tu respectes une alimentation alcaline. Tu vis dans la paix, dans le calme, tu cultives le silence aussi. Tu allumes pas ta télé. C'est du quotidien parce que j'ai beau trouver des solutions et avancer, ben là, je peux pas m'arrêter. Si j'arrête et puis je me fous en vacances pendant 15 jours, ben non, je me fais bouffer. Donc, un jour de sport, c'est rédhibitoire pour toi? Comment? Un jour sans faire de sport, c'est rédhibitoire ou pas? Eh ben, un jour, non, parce que au début, je te disais, en 2013, je m'entraînais 6 à 7 fois par semaine parce que j'avais peur justement de faire moins. Et puis je me disais, si je le fais pas, je vais pas y arriver. Après, en 2015, j'ai pris conscience, grâce à un super coach, de l'importance de la récupération. Comment il s'appelle? Christophe Mallardet. D'accord. Christophe Mallardet, puis mon premier coach, c'était Marc Joannolou. Et c'était Christophe, oui, donc je faisais 4 séances par semaine, même parfois 3. Et je me disais, mais j'ai l'impression que je fous rien par rapport aux années d'avant, tu vois. Et en fait, bah ouais, c'est important de laisser le temps au corps de récupérer, de se reposer et de reconstituer la fibre musculaire, quoi. Donc ça, c'est la base. Et ça fait partie de l'amour de soi, du fait d'être à l'écoute de son corps, de se respecter. Et puis c'est ce que j'ai découvert au travers de tout ça. Donc du coup, c'est ce que tu disais, que bah, un jour sans sport, aujourd'hui pour moi, c'est possible. Et même plus parce qu'au travers du confinement, bah, j'avais pas le droit d'aller faire du vélo. Ouais. Alors j'ai fait du home trainer sur ma terrasse, mais le home trainer c'est vite chiant. Et puis en ce moment, bah, j'arrive pas à courir. Alors je suis obligé j'ai besoin de faire soit du vélo, soit du home trainer. C'est pour ça que ça m'a beaucoup embêté le confinement. Et ben j'ai découvert en faisant moins de sport que finalement j'arrive à gérer aussi en m'étirant, en faisant du yoga, de la méditation et des massages aussi du diaphragme, d'arriver à faire les choses un peu différemment, puis de découvrir qu'en fait je peux tenir 3-4 jours sans sport. Donc c'est ce que j'ai découvert moi au travers de ce confinement. Et puis aussi que alors pourquoi je l'ai pas trouvé avant? Parce que pour moi le sport c'était la clé, c'était la recette. Et pourquoi je l'ai pas trouvé avant aussi? C'est parce que aujourd'hui quand je fais du vélo, bah, finalement le lendemain je suis plus inflammé, je respire moins bien qu'avant de faire du vélo. Alors ça devient vraiment problématique et c'est pour ça que je suis obligé
de trouver d'autres solutions et de me bouger la couenne, quoi. Il n'y a pas Voilà. une histoire avec les poumons qui sont ouverts, un peu plus ouverts quand tu fais du sport et du coup tu chopes toute la merde de pollution quand tu es en pleine activité sportive et du coup tu chopes la pollution. Non, 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 parce que tu sais, moi, là, en face de moi, à la fenêtre, il y a 2 kilomètres de garrigue. Je suis dans un petit village, et c'est pas très pollué ici. D'accord. C'est, voilà, le fait de respirer en faisant du sport, je sais pas, ça génère de l'inflammation. Alors, on est là-dessus avec mon médecin depuis de bientôt 2 ans. On bosse là-dessus et puis moi aussi je bosse là-dessus de mon côté avec la nutrition, avec le yoga, les étirements, la méditation, tout ce qui m'attire et c'est ça mes rêves aujourd'hui. C'est vers là que je vais, vers plus de souplesse, plus de mouvement encore. J'aime beaucoup mon prof de yoga à Besançon qui me disait tout ce qui bouge pas dans le corps est potentiellement sujet à maladie. D'accord. Et j'aime beaucoup cette philosophie yogiste de mecs qui font du yoga, quoi. Mmh. Ça m'inspire énormément. Tout ce qui bouge pas dans le corps est potentiellement sujet à maladie. Encore dans le corps, je suis pas censé avoir mal, quoi. Bah oui. Je suis pas censé avoir mal. Donc si j'ai mal, c'est que je suis tendu, c'est qu'il faut masser, c'est qu'il faut étirer, c'est qu'il y a des choses à faire. Quand tu évoquais, alors à titre de comparaison, c'est pas comparable, mais on s'aperçoit de plus en plus de gens attrapent des maladies respiratoires à cause de la pollution. Euh, on évolue dans les grandes villes, on fait du sport quand même, mais on chope la pollution et après on déclare des maladies respiratoires. Donc à moindre mesure que la tienne, certes, mais plus de gens tombent malades, chopent des maladies respiratoires. Ça doit quand même, Oui, c'est clair. toi qui as un degré supérieur, mais ça va quand même te faire bizarre de voir quand même des gens qui sont en parfaite santé, mais qui chopent quand même des pathologies respiratoires à cause de cette pollution, quoi. Ben oui, j'ai déjà vu des reportages en région parisienne. Les gens, ils habitent près du périph' ou je sais pas quoi, Ouais. là, et tu passes le doigt sur la tablette de fenêtre ou sur les rideaux et t'as le doigt tout noir. C'est Mmh. chaud, quoi. C'est chaud. Après, moi, cette pollution, au quotidien, je la ressens pas. Et après, Ouais. quand je vais à Paris, j'ai du mal je sais pas si c'est Ouais. psychologique ou autre chose, mais j'ai l'impression que je la ressens, tu vois, Ouais. psychologiquement, la pollution. Je me dis, je respire moins bien dans le métro qu'en bougeant sur Libron dans mon village, quoi. Mais d'une manière générale, voilà, au quotidien, je ressens pas grand-chose parce que mes poumons, ils sont déjà tellement encrassés que Ouais. le ressenti, il est difficile. Voilà, ce qui me fait du mal aujourd'hui, c'est le staphylocoque, c'est du pseudo-pyocyanique, mais c'est pas les particules fines. Elles sont là, la poussière, elle est là, bien sûr, mais je la ressens pas. Le problème est déjà dans un premier temps tellement ailleurs. Ouais. Alors bien sûr, alors l'enjeu environnemental, la pollution, tout ça, c'est capital aussi. Il y a plein de gens aujourd'hui qui meurent de plus en plus encore de la pollution que même du coronavirus. Donc c'est un truc de fou. Et moi, ce qui m'énerve, par contre, c'est quand les gens ils vont aller manifester là à l'automne, c'est qu'on crame des pneus, tu vois. Ça m'énerve. Ah oui, ça, ouais, ouais. Mmh. Voilà. Ouais, ça c'est. Et on va faire on va prendre de l'altitude, on va essayer de respirer un peu mieux, parce qu'on parlait des grandes villes, mais on va essayer de prendre un peu de hauteur Ouais. pour revenir sur un exploit sportif que tu as réalisé. Donc tu l'as pas réalisé au premier coup, hein, tu l'as réalisé après trois tentatives. Hein, c'était l'ascension du Mont Blanc. Tu Ouais. l'as réalisé en juin 2018. D'ailleurs, tu avais échoué à 300 mètres hein, sur une précédente tentative. Quand on est tout en haut, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? T'avais froid, mais en même temps, comment t'étais? Au sommet? Ouais, au Du sommet. Mont Blanc. Donc ouais, le sommet du Mont Blanc. Donc je m'étais arrêté 2 fois auparavant, 2 années de suite, à 4500 mètres d'altitude, sur la première bosse de l'arête des bosses. Et puis quand tu passes ce passage difficile là, donc il y avait des marches qui m'arrivaient à mi-cuisse dans la neige. Et on a passé le passage difficile là. L'année d'avant, on avait eu un brouillard givrant. L'année d'avant, j'étais congelé. Et puis je venais de vomir. Et puis cette année-là, bah, c'est passé crème en fait. Il y a eu un peu de vent, on avait eu un peu froid, puis finalement ça s'est calmé. On avait du thé chaud et puis le vent s'est arrêté. Et j'étais ému de passer cet endroit-là. Et là, t'as la gorge qui se noue
Et t'es en train de réaliser ce que t'es en train de faire et tu te dis putain c'est bon, ça y est, ça passe quoi. Derrière ça va être plus facile parce que c'est quand même un endroit qui est très pentu. Et derrière on arrive sur l'arête finale et bah là je me suis interdit un peu de m'émouvoir hein, parce que si tu réfléchis à pourquoi tu fais tout ça, si tu réfléchis aux musiques que tu écoutais dans ta voiture et quand tu visualisais le Mont Blanc depuis Besançon, bah tu commences à avoir la boule là, et tu respires plus. Alors je m'interdisais un peu de réfléchir et je montais tout simplement. Puis quand tu arrives au sommet, bah écoute, ouais, tu lâches un peu, tu relâches la pression et t'es fatigué. Et puis en même temps, je respirais pas non plus super, loin de là. Et c'est comme si, bah ça y est, c'est fait quoi. Enfin, j'exagère dans mes conférences parce que je dis que quand je suis arrivé au-dessus, je me suis dit bon bah ça y est, c'est bon, on fait quoi les gars, on redescend. Hum. Et ben non, non, tu prends ton temps, tu réalises ce que tu viens de faire. Je suis allé m'asseoir un petit coup, j'ai chialé un bon coup, j'ai Ouais. mangé de la neige, j'ai fait un bonhomme de neige. Voilà, tu prends le temps de réaliser quoi, c'est important. Et puis t'es sur le toit de l'Europe, sur le plus haut sommet de l'Europe. Tu regardes un peu la vue, le Mont d'Or, le Cervin, tu vois un peu toutes ces choses-là, la vallée en bas. Et c'est balèze quoi. Enfin, c'est balèze. Pour moi, c'était un symbole et j'aime beaucoup les symboles. La Tour Eiffel, le marathon, le Mont Blanc, tout ça, c'est des symboles. Et c'est ce qui me porte. Et j'aime beaucoup au travers de ces défis sportifs. J'étais très inspiré par Oscar Wilde Ouais. et ses fameuses citations. Tu sais, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, t'atterris dans les étoiles. Et puis l'autre d'Oscar Wilde qui dit qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands. Non, la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour pas les perdre de vue quand on les poursuit. Ça m'inspire énormément et j'aime beaucoup, moi, me fixer de grands objectifs qui font sens et qui sont symboliques pour moi pour avancer. Donc, ouais, j'ai chialé un petit coup au sommet et puis je suis redescendu. Après, aujourd'hui, tu vois, ça me paraît tellement loin tout ça. Ouais, j'imagine, ouais. Honnêtement, hein, le marathon, pas tant que ça. Mais parce que je l'ai encore couru l'année dernière, mais le Mont Blanc, ça me paraît loin. Je saurais pas expliquer pourquoi, tu vois. Euh, j'avais envie d'y aller. C'était complètement impossible aussi. C'était encore plus impossible que le marathon. Et j'avais envie d'y aller. J'y suis allé. Et voilà. Alors aujourd'hui, il y a le Canigou que je vois depuis ma fenêtre, depuis chez moi, Mhm. et qui me taquine au loin là. J'aimerais bien pouvoir y aller bah, prochainement quand j'irai mieux. Mais ouais, le Mont Blanc, peut-être pas tout de suite, tout de suite. Et en tous les cas, c'était une sacrée aventure. Ouais. Ouais, bah, ouais, j'imagine, ouais. Et tu parles souvent dans tes conférences un petit peu de profiter de l'instant présent également. Et des fois, ça arrive dans le sport, on se rend compte que les sportifs n'en profitent pas, même quand ça gagne, ils ont du mal des fois à profiter de cet instant, alors qu'il est, enfin, il doit rester en mémoire. Et après, au fil des années, les gens ils se disent, bah tiens, je me souviens plus de quand j'ai gagné tel, alors que ça a un sens, quoi. Une victoire, ça marque quand même, hein. Ouais, ça marque. Après, ça rejoint tout à fait ce que je viens de te dire. Et, je sais pas si c'est le fait qu'on s'en rappelle plus, mais c'est qu'après on avance, on grandit, on change d'optique. Et ben, tu vois, moi, tous ces défis sportifs, mes médailles, elles sont dans une boîte là-haut à l'étage. J'ai jamais ressenti le besoin non plus de les afficher, de les encadrer et tout. Il y a des amis qui m'ont offert des cadres et tout, mais pour moi, c'est du passé. Et ça a été des bons moments, ça a été des moments extraordinaires et des moments qui ont changé complètement ma vie. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de continuer à être heureux demain, à faire du sport, à courir demain et à faire ma kiné et voilà et avoir envie encore de vivre. Parce que c'est ça, c'est une des prises de conscience aussi que j'ai eues cette année, c'est l'envie de vivre. Je dis souvent que tant que tu as envie de vivre, tu vis. Et le challenge, parfois, c'est aussi tout simplement avoir l'envie encore. Parce que si tu regardes ta télé toute la journée et que tu râles sur BFM et que tu remplis tes journées de colère, eh ben, le soir, tu fais le bilan de tes journées tous les soirs, et puis au bout d'une semaine, puis au bout d'un mois, puis au bout d'un an, puis en fait, tu as passé une année à râler. Et tout ça en parallèle du fait que ben, tu ressens moins les odeurs, tu ressens moins l'odeur du café parce qu'il y a la maladie, tu ressens moins l'odeur des petites fleurs et puis les plaisirs de la vie, l'odeur d'un bisou, le goût des bonnes choses et finalement bah
au lieu de remplir ta vie de petits plaisirs et de joie et de bonheur, tu la remplis de râlerie et de merde. Et au final, comment tu veux avoir encore envie de vivre? Et ça, c'est une des prises de conscience que j'ai eues au début du confinement, que avoir envie de vivre, ça se cultive, et les plaisirs de la vie, ça se cultive au quotidien. Et prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, c'est tellement important. C'est tellement important. Profiter de l'instant, être conscient de ce qu'on est en train de faire à chaque instant où on le fait, et être conscient de simplement aussi déjà dans un premier temps. Et c'est ça le challenge. Et si on arrive à ce niveau-là, c'est vraiment qu'on est balèze, être conscient déjà de sa respiration à chaque instant. Ouais. À quel moment j'inspire, à quel moment j'expire. Par rapport à ça, je suis très inspiré par cette petite phrase d'Alexandre Jolien qui dit naître et mourir à chaque instant. Et si tu inspires comme si tu nais, si tu expires comme si tu meurs à chaque instant, la maladie n'existe pas. Et moi, c'est mes objectifs aujourd'hui, c'est d'aller vers mes valeurs, d'aller vers mes rêves, mais aussi de travailler sur moi et sur ce qui me fait souffrir, sur mes peurs, sur mes blessures, de faire face à tout ça. Voilà, c'est un équilibre entre les deux. Si tu prends un petit café au bar de Lu, je pense que ça va aller mieux quand même. Pourquoi tu dis ça? Parce que Nash, il dit le petit café au bar de Lu, par exemple, c'est le petit bonheur de la vie. Oui, le petit café au bar de l'université à Besançon avec Nash, ouais. C'est très plein de souvenirs, hein. Tu parles souvent de la meilleure défense. Enfin, tout à l'heure, tu disais que les rêves d'aujourd'hui, c'était la réalité de demain. Dans le monde sportif, des fois, les sportifs, ils ont des rêves, mais ils ont du mal des fois à les parvenir. Ils font face souvent à des échecs et des fois, ils abandonnent. Ouais. Les rêves d'aujourd'hui sont la réalité de demain. Ça, c'est Dean Marshall qui dit ça. Ouais. Donc on peut avoir des rêves. Après, voilà, c'est Grégory Marshall justement. C'est un autre. C'est pas Dean Marshall, c'est Grégory Le Marshall qui dit lui avant de mourir, il a dit à ses parents surtout dites-leur de jamais abandonner. Dites-leur aux gens comme moi de jamais abandonner. Et c'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on est heureux, c'est qu'on n'abandonne jamais et qu'on croit toujours en l'amour, qu'on continue à croire en ses rêves, en l'espoir, en la vie, en la vérité et en l'amour. Et si tu continues à y croire, et si tu y crois, et si tu as la foi en toi, et si tu crois en toi, tu défonces tout, quoi. Et voilà, peu importe ton niveau de base, tout ce qui compte, c'est que tu crois. Et c'est la seule chose qui compte. Je pense, après, bien sûr, pardon, il y a une capacité physique aussi. Je veux dire, il y a des gens, tu vas faire un sport, puis tu vas te blesser à répétition. Peut-être que t'es pas fait pour ce sport. Peut-être qu'il faut voir les choses différemment, partir sur un autre sport, ou je sais pas quoi. Bien sûr, il y a le physique qui entre en jeu, hein. Mais voilà, c'est croire en ses rêves, c'est la base. Et quand tu dis que la meilleure défense, c'est l'attaque, alors ça me fait penser à certains commentaires aussi, des journalistes sportifs qui disent, même les entraîneurs, moi je vise que l'attaque, la défense, on verra après. Mais des fois, c'est un petit peu fatal, ces stratégies un peu disproportionnées où les fondations sont pas forcément bien établies et du coup, ça peut éclater, ça. Je comprends ta question. Mais alors, ça rejoint, pour moi, à mon sens, ça rejoint ce que je dis quand je parle d'action. Ouais. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, bam, 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 j'agis tous les jours, je teste des choses tous les jours pour être mieux demain et pour dire, voilà, ce que je dis tout à l'heure, demain, ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui. Donc, je teste des choses, pose des actions tous les jours. Je me dis que je suis un spécialiste de la maladie au même titre que mon médecin et que je peux faire plein de choses dès maintenant sans attendre après lui. Donc, voilà, action, 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 action. Après cette action et cette attaque, parce que ça, à mon sens, ça se rejoint et c'est ce que je veux dire par rapport à ça. C'est pas dénué de remise en question. Au contraire, c'est que elle est forcément l'action, à mon sens, et l'attaque, elle est forcément derrière, couplée à une remise en question profonde, sincère, une recherche, une quête de la vérité et du sens. Et de pourquoi on fait les choses. Et j'aime bien dire aussi, si tu as 10 raisons de faire ce que tu fais, tu seras forcément 10 fois plus motivé. Donc à toi de trouver les 10 raisons, à toi de trouver 10, 15, 20, 50 s'il le faut, et trouver la raison, le truc qui fait, qui te fout les tripes et qui te fait vibrer et qui te donne envie de faire ce que tu fais, quoi. Et si t'es pas foutu de la trouver, change de voie, fais autre chose.
Et si t'as pas de raison, fais autre chose. Donc, la remise en question, c'est ça aussi. C'est affronter ses peurs, c'est chercher à dépasser ses peurs, c'est de dire stop à ses peurs, à ses fausses croyances, aller chercher la vérité partout là où elle est, aller poser les questions, oser poser les questions aux autres, mais aussi à soi-même, oser se poser les questions et oser aller chercher les réponses. Parce que ça fait partie aussi du message que je donne régulièrement en conférence. C'est à la base de la base. D'abord dans la vie, on sait ce qu'on ne veut plus, et ensuite on découvre ce qu'on a envie de faire. D'abord, dans un premier temps, on sait ce qu'on ne veut plus faire, ce qu'on n'a pas envie. Et ensuite, on découvre ses rêves. Et la première chose à faire, c'est pour avoir un mental d'acier, pour faire tout ça, pour réaliser ses rêves et compagnie, c'est d'affronter ses peurs dans un premier temps. Et donc, au travers de ça, d'écouter les petites questions qui nous viennent dans la tête le jour où il pleut, le jour où ta copine n'est pas là, où tu t'es pris justement un râteau, où tes enfants, ils sont pas là, tu les as pas vus depuis un moment, et puis tu es dans le confinement là, et puis là, tu as les petites questions qui viennent, et puis tu te dis, ouais, mais attends, cette petite question dans la tête qui tourne, ça fait un moment qu'elle tourne dans ma tête là, ça fait plusieurs mois, plusieurs années, puis en fait, je me la pose pas parce que je me dis, bah si je me la pose, attends, derrière la réponse, je la connais un peu quand même, quoi, puis la réponse, elle fait mal, elle pique. Et puis cette petite question, elle est grande comme ça. Puis derrière, bah, si je trouve la réponse, bah, derrière, il y a une question qui est comme ça derrière, qui fait encore plus peur, qui fait encore plus mal, potentiellement. Puis derrière, il y a celle-là, puis il y a celle-là, puis il y a celle-là. Et puis toutes ces peurs et toutes ces petites questions, elles sont comme des peurs en tiroir, des poupées gigognes, qui emmènent forcément derrière à la peur de la mort, parce que c'est comme ça que ça marche. Que la grande question, au final, qu'englobe toutes les autres, c'est la peur de la mort. Et du coup, parce que tu as peur de la question qui est grande comme ça, t'évites de te poser celle-là. Et t'as peur de te poser la première petite question. Et au contraire, la base de la base, c'est comme ça qu'on avance, c'est d'oser aller chercher la réponse pour la première question. Et ensuite, tu verras pour la deuxième et tu découvres que, au fur et à mesure des petites questions et des petites réponses que tu trouves, en fait, c'est pas si pire. Ça va. T'es toujours en vie. Donc, bon, c'est cool, quoi. Tu vas lui demander à Trucmuche s'il t'en veut encore. Et puis, à cette fille, si elle te plaît ou pas, tu vas lui demander. Et puis tu vas demander à ton employeur s'il veut t'augmenter. Enfin voilà, faut oser quoi dans la vie, faut oser. Et voilà, ça fait partie. C'est une des parties du message que je donne régulièrement aussi. Et ben ça va être en tout cas le temps est presque dépassé. Je suis désolé Paul, mais c'est oser. Ça va être le mot de la fin et c'est ce message d'espoir que je souhaitais et puis qui fait plaisir à entendre parce que c'est vrai comme on l'a évoqué en introduction, on est souvent dans le conflit. Dans pas mal de situations professionnelles, de la vie personnelle et choses comme ça. Et on oublie l'essentiel, oser et voilà, de vivre l'instant. Et c'est ça qui est top en tout cas. Affronter ses peurs, écouter ces petites questions et plonger dedans. Agir tous les jours. Tous les jours, agir, poser des actions pour être mieux demain. Et c'est une dynamique d'action au final qui fait que tu gagnes. C'est quelle action je pose aujourd'hui, quelle action je pose demain, et puis demain, et puis demain, et puis demain, et puis demain. Et de jour en jour, c'est comme ça que tu vis et que tu es de plus en plus heureux. Et puis la troisième partie du message, c'est de rêver, de se dire que tout est possible, de se dire que on est fait pour aimer, on était conçu parce que l'amour c'est notre carburant, c'est ce qui nous fait avancer. On est né pour ça. Et croire en l'amour, ça fait partie de la vie et il faut continuer à croire en l'amour et en toutes les valeurs positives qui en découlent, la confiance, l'écoute, l'espoir, toutes les valeurs qu'on puisse avoir. Donc, continuez à croire en vos rêves et vous dire que tout est possible. Là, on parle beaucoup en ce moment, pardon, je rallonge, du jour d'après, du monde de demain, du jour d'après, le monde de demain. Ouais, alors les gens, ils râlent, ils disent, ouais, le monde, c'est de la merde. Mais le monde, mon gars, il est ce que t'en fais. Oui. Il est ce que t'en fais. Et si toi, tu t'envoies de la violence dans le monde et tu diffuses de la violence et tu te fais violence aussi à toi-même, le monde, c'est de la merde. Donc, se changer, c'est changer le monde. Et si tu te changes toi-même et si tu te respectes à chaque instant et si tu réponds à la question, qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment à chaque instant? Et le monde, si tout le monde fait ça, les 7 milliards d'êtres humains, le monde, il serait merveilleux. Voilà. C'était le dernier mot. Merveilleux, c'est Dieu. Merci beaucoup, Paul. C'était parfait. On va remettre l'interview en live sur YouTube, comme ça les gens pourront te poser des questions supplémentaires
si vous le souhaitez. On va le mettre en story aussi pendant 24 heures sur Instagram, sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions à Paul. C'était vraiment top. Merci Ouais. beaucoup en tout cas. Merci Et à puis, toi, Quentin. je te souhaite une bonne soirée et merci pour ce message des sports en tout cas. C'est top. Merci pour les petits messages aussi. Merci à toi. Et puis bah ouais, on peut me retrouver sur mon